Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 3. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir si vos parents étaient bien vos parents biologiques ? Je vous avoue que je n'en ai jamais douté. Et pourtant, mes beaux-parents, qui sont généalogistes de métier, déconstruisent chaque jour mes certitudes. Le sujet de cet épisode n'est pas l'adultère, même s'il est sous-jacent dans la recherche d'Alexandre, mais bien la recherche de leur géniteur par les enfants issus de dons. Alors Alexandre le dit très bien, il n'était pas à la recherche d'un père, mais de réponses sur ses origines. Je n'imagine même pas ce qu'Alexandre a pu ressentir lorsqu'il a découvert, suite au décès de ses parents, que son père n'était pas son géniteur. J'aurais été bousculée à sa place. Alexandre est le président de l'association PM Anonyme, l'association vers laquelle il s'est immédiatement tourné pour être guidé dans ses recherches. Chaque jour, ils reçoivent des personnes à la recherche de leur donneur, des parents ayant eu recours à un donneur qui souhaite s'informer sur le discours à tenir, et même des donneurs. Depuis 2018, il comptabilise 77 donneurs retrouvés. Et quand on se penche sur les conditions de conservation des dossiers, la faible qualité des renseignements pris par les sécos au début des dons, on se rend compte de l'envergure de la tâche qui attend ces enfants issus de dons. La levée de l'anonymat est une question clivante dans la mise en application de la nouvelle loi bioéthique. La grande crainte est qu'elle freine les dons. D'un autre côté, à l'écoute de cet épisode, cette levée de l'anonymat semble essentielle pour laisser la possibilité ou non d'accéder à ses origines aux enfants issus de dons. Je vous laisse découvrir le témoignage d'Alexandre et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour cet enregistrement, un jour férié en plus. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Je ne connaissais pas du tout l'association dont tu es le président et je pense que tu as plein de réponses à nous apporter concernant notamment le droit d'accès aux origines puisque tu es le président d'une association qui s'appelle PM Anonyme. Est-ce que tu peux te présenter et m'expliquer l'origine de la fondation et comment tu en es arrivé à en devenir président ? Alors, moi je suis Alexandre Mercier, j'ai 35 ans. Je suis né par don de spermatozoïdes. Je l'ai découvert il y a 2 ans, en 2019. D'accord. Et donc depuis 2019, je me suis un petit peu lancé à la quête de mes origines. Et très rapidement, après avoir découvert que j'étais né de dons, je me suis dirigé vers l'association PM Anonyme, dans laquelle je suis depuis 2 ans. Et j'ai vraiment trouvé une bienveillance, une écoute, beaucoup d'échanges avec les personnes nées de dons de gamètes, ce qui fait que depuis 2 ans, je baigne dans l'association et j'en suis arrivé début octobre de cette année à reprendre la partie présidence. Oui. D'accord. Et cette association, elle existe depuis quand ? L'association a été fondée en 2004 par Pauline Tiberghien, qui est médecin de la reproduction. Et finalement, elle a créé cette association parce que pour elle, elle voyait les évolutions au niveau de la reproduction, avec notamment le don de gamètes qui intervenait beaucoup, ou même le don d'embryons. Elle était assez sensible à cette partie d'accès aux origines, étant elle-même concernée par ce besoin de connaître ses origines. Et est-ce que je peux te demander, parce que du coup tu me dis que tu as 35 ans, donc tu as découvert que tu étais né de don à 33 ans, pourquoi si tard ? Pourquoi si tard ? C'est qu'en fait, mes parents m'en ont jamais spécialement parlé.
J'ai jamais eu spécialement de doute sur tout ça, que mon père était ou n'était pas mon géniteur. Je me suis jamais vraiment posé la question. Et en fait, mes parents sont décédés, ma mère quand j'avais 7 ans, mon père un petit peu plus tard quand j'avais 25 ans. Et du décès de mon papa à 2019, j'étais occupé à trier les affaires de mes parents. Enfin, il y avait pas mal d'affaires à trier. Et je suis tombé sur des papiers, le petit dossier qui concernait ma conception, donc, avec des papiers sur le sécos, des spermogrammes de mon papa, des analyses, enfin, des papiers gynéco pour ma maman, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai compris que j'étais né dedans. D'accord. Et tu savais que tu étais né quand même d'un processus de PMA ou tu as tout découvert à ce moment-là? Ah, j'ai tout découvert à ce moment-là. Il n'y avait jamais été question. On n'a pas énormément échangé avec mes parents sur tout ce qui était ma conception. Donc j'avais même pas cette information-là. Je sais que mes parents se sont mariés en 82 et je suis né en 86. C'est tout ce que je sais. Après, mon père avait déjà 37 ans à ma naissance. Mais voilà, à part ces éléments-là, je sais pas vraiment pourquoi mon père était atteint d'azospermie. Donc c'est sur les spermogrammes que j'ai retrouvés. Il était indiqué que il n'y avait aucun spermatozoïde dans son recueil. Donc d'où la nécessité de passer par un don de sperme. D'avoir recours à un don, oui. Tout à fait. Et comment tu as réagi à ce moment-là? Ça a été quand même assez fort parce que j'avais 33 ans. C'est vrai que je suis tombé sur ces papiers. J'ai mis un peu de temps à remettre tout dans l'ordre chronologique pour essayer de comprendre au mieux ce sur quoi je tombais. C'est un peu le fait de l'apprendre comme ça, alors que je suis déjà à 33 ans, j'ai déjà moi-même fondé ma famille, j'ai deux enfants, 2 garçons. Ça remet pas mal de choses en perspective parce que j'ai construit toute ma vie sur le fait que mes parents étaient mes géniteurs, C'est vrai que d'avoir cette information-là, ça vient un peu bousculer les bases sur lesquelles on s'est construit. Oui, bien sûr. Donc c'est un peu un tsunami ou un tremblement de terre au premier abord, Après on enregistre cette information, on la digère, on avance. Enfin c'est vrai que le premier abord c'est un choc. Oui, clairement. Et puis pour le coup, t'as absolument pas pu en parler avec tes parents du coup. Est-ce que tu t'es rapproché de quelqu'un de ta famille ou pas du tout? En fait, dès que j'ai découvert tous ces documents-là, j'ai questionné ma tante maternelle, donc la sœur de ma maman, qui avait entendu parler de soucis de mes parents pour avoir un enfant, donc qui avait eu recours à la PMA pour être aidé dans ce processus-là. Après, ma tante, elle, je sais pas si d'une certaine façon elle a un peu occulté tout ça au fil des années ou si ma maman l'a peut-être aussi un peu protégée par rapport à tout ça. Mais c'était le recours, le retour qu'elle m'a fait. Elle avait connaissance des soucis de mes parents, mais sans plus. Suite à ça, j'ai questionné tout un tas de personnes dans mon entourage, dans l'entourage de mes parents. Et à chaque fois, ce qui revient, c'était que la plupart des personnes, que ce soit de ma famille ou les amis de mes parents, étaient au courant. C'était quelque chose que mes parents avaient parlé assez librement. A priori, surtout ma mère. C'était surtout ma mère qui était assez ouverte sur le sujet. À chaque fois, mon père était plutôt en retrait. Mais voilà, c'est ça aussi qui fait un peu mal entre guillemets, de savoir que tout un tas de personnes possèdent cette information tout de même importante sur vous. Et que vous-même, vous n'en avez pas connaissance. Oui, complètement. Mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir en parler à mes parents, c'est clairement quelque chose qui me touche. Enfin, c'est peut-être aussi pour ça que je m'engage dans tout ça, parce que si j'avais pu en parler avec eux, alors bien sûr, il y aurait eu un moment compliqué du fait d'une annonce tardive sur tout ça, mais on aurait pu en parler, j'aurais pu mieux comprendre leur parcours, etc. Que là, j'essaie un petit peu de reconstituer leur histoire par rapport aux témoignages de ma famille, de leurs proches, de ce que je vois dans l'association. Enfin j'essaie un peu de me donner une image du parcours qu'ils ont pu avoir.
Et c'est à ce moment-là, du coup, que tu as commencé à chercher si tu pouvais trouver d'autres personnes qui étaient dans le même cas que toi? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, enfin, je suis quelqu'un qui est assez dans l'action et le matin où j'ai découvert ces papiers, l'après-midi, je faisais des recherches sur Ah Internet oui, ouais, t'as pas par pris le rap temps de digérer. par rapport à tout ça. Bah, j'ai pris quelques minutes ou voire quelques heures et c'est vrai que Ouais, t'as agi tout de suite. j'ai agi tout de suite. Bah, après, j'étais comment? Entre le moment où mon papa est décédé et le moment où j'ai découvert ça, j'avais aussi trouvé des papiers, sur certains de mes ancêtres qui avaient, participé à la Seconde Guerre mondiale, par Mmh. exemple. Et suite à ça, en fait, je m'étais lancé dans ma généalogie, Mmh. de mon côté paternel, maternel. Et c'est vrai que du côté de mon papa, il y avait très peu de données disponibles en ligne. Donc j'ai fait un gros travail de généalogie là-dessus. Mmh. Et c'est vrai que le fait de découvrir que j'étais conçu par un don de sperme, je me suis tout de suite demandé, bah, est-ce qu'il y a des moyens pour savoir qui était cette personne? Oui. C'est vrai, le jour de la découverte, voilà, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai vu qu'il y avait diverses associations qui existaient, dont PN Anonyme, qui m'ont répondu très rapidement. Le soir même, j'intégrais un groupe de discussion WhatsApp. Le lendemain, je rencontrais quelqu'un né de don de sperme aussi sur Paris. Enfin voilà, ça m'a beaucoup aidé. Enfin, je pense que ça c'est quelque chose de très important, le fait de savoir qu'on n'est pas seul en Ouais, fait. complètement. Et du coup, en allant chercher, des personnes qui ont vécu la même chose que toi, tu allais chercher Mhm. aussi, des renseignements sur comment retrouver ton donneur ou pas du tout? Bah, oui, les deux, parce que c'était une façon de ne pas me sentir isolé par rapport à mon histoire, de mettre en parallèle mon histoire avec l'histoire d'autres personnes Mmh. qui ont peut-être déjà vécu la même chose et qui étaient à une étape plus avancée que la mienne dans le fait d'avoir digéré tout Mmh. ça. Et oui, aussi pour voir s'il y avait des moyens de rechercher cette personne qui avait donné ses gamètes. Le jour même, enfin, j'ai vu que j'avais pas trop connaissance de tout ça, j'ai vu que les tests ADN existaient. Mmh. J'en ai tout de suite commandé 2. Enfin voilà, j'ai foncé de suite. S'il y avait une possibilité, vu que voilà le but de tout ça par rapport au travail que j'ai déjà fait sur ma généalogie, enfin suite au choc, c'est vrai que j'avais besoin de savoir, j'avais besoin d'avoir plus d'informations, que ce soit sur l'histoire de mes parents. Mmh. J'ai tenté d'avoir des bribes d'informations auprès du SECOS ou auprès de leur ancien médecin, etc. Mais aussi au niveau de mon donneur, savoir si j'avais une chance de pouvoir savoir qui il était, ce genre de choses. Tu recherchais quoi en allant, retrouver ton donneur? Alors, c'est vrai qu'au tout début, bah, je cherchais déjà, je pense qu'il y a plusieurs étapes en fait. Quand on fait tout ça, notamment les tests ADN peuvent vous montrer un petit peu de quel pays était originaire votre Mmh. donneur. Donc déjà, ça a commencé par là. J'ai vu que mon donneur avait de fortes origines de la Bretagne, D'accord. Ah oui, tu peux alors détailler à ce que, point-là? ouais, D'accord. alors que mes ancêtres maternels, pas du tout. D'accord. Donc ça a commencé par là. Mais qu'est-ce que je cherchais dans tout ça? Je pense que quand il y a cette découverte, surtout, enfin, assez tardive comme ça, une des premières choses que j'ai fait, c'est de me mettre devant le miroir et me dire, je m'étais construit sur le fait que papa était mon géniteur. Maintenant que j'ai cette information-là, bah voilà, on se remet devant le miroir et on essaye de dire, bah tiens, mes joues, c'est celle de ma maman. Mon nez, ah non, ça ressemble pas, donc c'est peut-être plus du côté du donneur, ce genre de Mmh. choses. Donc, je pense qu'on cherche pas mal à savoir à quoi ressemble son donneur pour voilà essayer de comprendre quelles caractéristiques physiques on a hérité de lui. Après, il y a tout ce qui est question d'antécédents médicaux. Mmh. C'est vrai que ma maman est décédée jeune, elle avait 34 ans. Ouais, elle était toute Moi, jeune. j'arrivais sur mes 33 ans, donc tout ça se mélangeait un peu dans ma tête. Je me suis dit, bah mince, quels pourraient être les antécédents médicaux de mon donneur, ce genre de choses. Pour quelles raisons il a fait son don, enfin, avec l'aspect généalogie, bah voilà, quelle est son histoire de vie, pourquoi il en est arrivé à donner, ce genre de Oui et puis je choses. suppose qu'en 85-86, c'était pas du tout, démocratisé comme ça l'est maintenant et encore qu'on peut si on peut dire démocratisé vu les difficultés qu'on a à trouver des donneurs. C'était un acte, qui était, assez marginalisé, je pense. Oui, Mmh. que ce soit, enfin, je pense que ce soit le don de sperme à l'époque, c'est vrai que dans les années 80, le don d'ovocytes n'était pas encore là, il est arrivé un petit peu plus Mmh. tard. Le recours au don de sperme pour avoir un enfant, c'est vrai, n'était pas encore très très démocratisé. Enfin voilà, on n'en entendait pas énormément parler. Mmh.
On entend beaucoup que les médecins conseillaient de ne rien dire à l'enfant. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui a l'air de pas mal changer aujourd'hui et c'est, je pense, très très bien. Après, dans le tri des affaires de mes parents, j'ai aussi retrouvé un livre. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas ce genre de choses. Donc, Oui. ma mère a acheté beaucoup de livres, se renseigner sur tel ou tel sujet. Et donc, j'ai retrouvé un livre sur toutes les nouvelles méthodes médicales pour avoir un enfant, dont le don de gamètes. Et dans ce livre, il était marqué noir sur blanc, déjà dans les années 80, que le corps médical conseillait aux parents de ne pas faire de la conception de l'enfant un secret ou un tabou. D'accord. Et c'est quelque chose qui s'est retrouvé dans le témoignage de ma famille ou des proches de mes parents. Pour tous les proches de mes parents, ma mère m'aurait parlé de tout ça. D'accord, mais tu ne t'en souviens pas. Voilà, je m'en souviens pas. C'est vrai qu'elle est partie, j'avais 7 ans. Elle a été malade quelques années auparavant. Donc je ne sais pas si elle a eu enfin, je ne pense pas qu'elle ait eu le temps de m'en parler. Et après, voilà, le fait que mon père se retrouve un peu tout seul avec moi, donc déjà il a dû affronter l'absence de ma mère, qui a dû être très compliquée pour lui. Donc il s'est retrouvé un peu tout seul avec tout ça. Ça n'a pas dû être simple pour lui, d'autant plus le temps passant, enfin voilà. Ouais, complètement. Je t'ai pas demandé, mais a priori, dans ce que tu me dis, je crois comprendre que tu n'as pas de frères et sœurs. Ouais, exactement, je suis fils unique. Ouais. Ok. Oui, donc tu n'as même pas eu quelqu'un vers qui te tourner qui vivrait la même chose que toi au même moment que toi. Ouais, c'est ça. Bah, après, c'est une des grandes questions que j'ai. J'aurais bien posé à mes parents. Est-ce que ils auraient voulu avoir plusieurs enfants? Et je sais pas parce que je sais pas si mon père aurait voulu impliquer un peu son schéma familial, c'est-à-dire que lui était fils unique, son père était fils unique, et ainsi de suite. Donc, c'était une suite de garçon-fils unique. Ouais, c'était un schéma familial. Après, du côté de ma maman avait des frères et sœurs, ses parents avaient tous des frères et sœurs. J'ai tendance à penser que voilà, ma maman, peut-être qu'elle aurait voulu avoir plusieurs enfants, mais je peux pas en être sûr. Après, ouais, elle est tombée malade vers mes 5 ans. Je sais pas, voilà, je sais pas du tout dans quel état d'esprit ils étaient par rapport à tout ça. Et j'ai pas de personnes qui m'ont remonté le fait qu'ils voulaient avoir plusieurs enfants. D'accord. Mais effectivement, je suis fils unique. D'accord. Par rapport au test ADN dont tu parlais tout à l'heure, tu m'as donné un niveau de détail qui est assez intriguant, hein, j'avoue. Tu as tout de suite fait le test ADN, enfin tu dis que tu l'as commandé assez rapidement, tu les as tout de suite fait? Bah, je l'ai commandé le jour même de ma découverte. Oh, t'étais vraiment dans l'action. Oui, ouais, j'étais vraiment à fond. Je les ai reçus par courrier, je sais pas, peut-être une petite semaine après. Le temps enfin, je l'ai fait directement, je les ai fait directement, j'ai renvoyé tout ça. Et après, voilà, ça part à l'étranger, c'est analysé. Et après, pour les résultats, il faut entre 1 et 2 mois. J'ai eu le retour du premier test. Donc, dès le retour du premier test, j'ai commencé à voir la Bretagne qui apparaissait. J'avais des correspondances ADN avec certaines personnes. J'ai commencé mes recherches généalogiques. Donc, un gros travail de généalogie. J'ai réussi à en relier entre eux, enfin, à avancer un petit peu. Le deuxième test, lui, montrait vraiment les régions sur une carte, voilà, les régions de France, avec la Bretagne en majoritaire, etc. Donc, ça rejoignait ce que j'avais trouvé juste auparavant. Et j'en avais fait un dernier un petit peu après, qui lui m'a apporté une correspondance avec une Américaine de 47 ans, à hauteur à peu près de 4%. D'accord. Et enfin voilà, l'arbre de cette personne était disponible sur le site. Son papa est américain, sa maman française. Ce qui expliquerait. Donc j'ai orienté les recherches vers la maman française et voilà, en faisant tout un tas de recoupements, de travail de généalogie, j'ai pu un petit peu avancer, j'ai trouvé des personnes proches de cette américaine qui était en France par rapport aux réseaux sociaux. Je les ai contactés, on a beaucoup échangé, ils étaient assez à l'écoute de mes recherches, enfin compréhensifs par rapport à tout ça. Ils m'ont pas mal aidé. Après, pour résumer les recherches, c'est assez compliqué, j'ai passé des dizaines d'heures de généalogie, de recherche, voire plus. Tout ça pour qu'au final, alors c'est là où c'est un peu compliqué, c'est que de par mes recherches, j'étais persuadé que la famille de cette américaine, donc avec elle j'avais 4% d'ADN commun, son oncle français, un monsieur de 75 ans, a bien voulu faire le test pour m'aider. Non, super. Avec lui, j'avais 9,2%. Le plus logique aurait été que par rapport à ces quantités d'ADN que mon donneur soit un cousin germain de ce monsieur avec qui j'avais 9%. Mais au final, j'ai contacté pas mal de ses cousins germains, tout le monde m'a dit ne pas avoir donné, etc. Et au final, je me suis retrouvé un peu dans une impasse.
qui m'a fait penser que mon donneur était certainement issu d'un adultère. D'accord. Donc qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas voir dans la généalogie classique et les actes d'état civil. D'accord. Et donc, un peu au pied du mur, je me suis retrouvé à reprendre des recherches que j'avais fait un peu plus tôt par rapport à tous ces ancêtres bretons là que j'avais trouvés. J'avais essayé de trouver des descendants, j'avais trouvé un homme, une femme, et début mai 2020, j'ai tenté ma chance de trouver ces deux personnes-là pour essayer de leur demander un coup de main. Ces deux personnes m'ont tout de suite répondu et j'ai eu des échanges avec ce monsieur qui s'appelle Jacques. Je voyais qu'il était assez méfiant sur les échanges. Je me suis présenté en disant que je faisais des recherches généalogiques. Est-ce qu'il était bien le fils d'un tel et un tel? Donc il m'a confirmé que oui. Et après, je lui ai parlé de mon histoire. Et je voyais que ça l'intriguait. Il posait tout un tas de questions. Il était assez méfiant. Et au bout d'un moment, il m'a dit qu'il avait fait déjà don de ses spermatozoïdes. Ah. Donc là, le radar a commencé à s'affoler un petit peu. Il a donné en 84-85 et moi dans les papiers, j'avais vu que j'avais des preuves que mes parents avaient commencé les inséminations en fin 85. Et j'ai retrouvé aussi dans les papiers que tout ça a lieu au sécos du Kremlin Bicêtre et lui-même a fait ses dons au sécos du Kremlin Bicêtre. Oui, donc là il y a beaucoup quand même de recoupements là. Il y avait pas mal de recoupements. À partir de là, il m'a beaucoup demandé est-ce qu'il croyait que c'était possible que ce soit lui. Je lui ai dit quand on part, j'étais parti d'un couple d'ancêtres en 1850. Quelle est la probabilité de tomber sur un donneur qui a donné au bon endroit au bon moment? Oui, non, mais c'est ça, surtout à cette époque-là. Voilà, surtout à cette époque-là. Donc, il a rapidement accepté de faire un test. Pendant la période d'attente, on a beaucoup échangé. On essayait de comparer un peu nos physiques. Alors, moi, j'ai un début de calvitie sur le haut du crâne que lui n'avait pas. On s'est envoyé des photos de la couleur de nos yeux. On a un peu échangé sur nos parcours de vie. Il a montré ma photo à des proches à lui qui ont trouvé une ressemblance. J'ai montré sa photo à ma femme qui a trouvé une ressemblance. Enfin bref. Et les résultats du test ADN sont arrivés. Et c'est lui qui m'a écrit un matin. Il m'a écrit un matin avec une capture d'écran en me disant tu avais raison. Et sur la capture d'écran, alors le site indique de mon côté il indiquait noir sur blanc père. De son côté, il a indiqué noir sur blanc fils. Alors, c'est vrai que c'est les intitulés. C'est les intitulés de ces sites-là. Et pour la personne que j'avais trouvée, là, le monsieur de 75 ans, il lui indiquait pour lui demi-frère. D'accord. Et lui, il avait notion de ça? Pas du tout. En fait, quand en le retrouvant, en parlant avec lui, etc., et de par mes recherches, je lui ai appris deux choses. Je lui ai appris que son don de sperme dans les années 80 avait donné un beau gros bébé de 90 kilos. Et en plus, alors, chose qui l'a pas mal perturbé, et ça peut se comprendre, qu'à 72 ans, je lui apprenais en même temps que son père n'était pas son géniteur. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette partie-là. Et donc, oui, il avait un demi-frère, il avait une demi-sœur, il avait tout un tas de neveux, nièces, enfin. Et il n'avait pas du tout connaissance de tout ça. Il s'était jamais posé la question. Il n'avait jamais eu doute, lui non plus, sur le fait que son père n'était pas son géniteur. Oui, ça remue beaucoup de choses. Ça remet beaucoup de choses. Et c'est aussi certainement ce qui a fait que le contact s'est bien passé entre nous, parce que on se retrouve un petit peu tous les deux dans la même galère. Moi, je l'ai découvert à 33 ans et lui, il l'a découvert à 72 ans. Mais globalement, on se retrouve avec des infos où on s'était jamais vraiment posé la question. Et est-ce que tu sais ce qui a motivé son don? Alors, on en a beaucoup parlé, enfin, entre la période où je l'ai découvert et la période où on a eu ses résultats ADN, on a beaucoup échangé, notamment là-dessus, parce que c'est une des questions, je pense, que toutes les personnes conçues par don veulent poser à leur donneur. Lui, en fait, il était dans tout ce qui est déjà don de sang, don d'organes, ce genre de choses. Et c'était une phrase qu'il m'avait mis dans un de ses mails, je crois, qui m'avait fait assez rire. Pour lui, en fait, il considère que toutes les pièces du corps humain doivent pouvoir servir à quelqu'un. D'accord. Au besoin. Donc il était vraiment là-dedans. Et donc voilà, il s'est dirigé vers ça. Il se souvient plus exactement. Est-ce que c'était par un spot à la radio ou est-ce que c'était par un prospectus au don du sang. Enfin voilà.
il s'est dirigé là-dessus. D'accord. Qu'est-ce que t'avait amené le Sécos comme réponse? Parce qu'à l'époque, c'était déjà du don anonyme. À l'époque, c'était du don anonyme, comme aujourd'hui, jusqu'à 2022. une date, voilà, même après 2022, parce que à partir de 2022, ça va être la constitution des stocks non Ouais, anonymes, tout à enfin fait. sous le nouveau régime, et on attend encore la date Ils où vont. vraiment il y aura plus du tout d'utilisation de ces anciens Mhm. stocks. Quand j'ai découvert, donc je me suis tout de suite lancé dans les démarches, et une des démarches a été aussi de contacter le Mhm. Sécos. Alors le Sécos du Kremlin Bicêtre a fermé, Ah d'accord. je sais plus exactement dans quelle année. Mhm. Et d'après les infos que l'asso a pu me donner, c'est le Sécos de Cochin à Mhm. Paris qui a récupéré les dossiers. D'accord. Et c'est vrai que une des actions que j'ai fait, c'est aussi de faire un mail au Sécos de Cochin en disant bonjour, je viens de tomber sur des papiers, je suis conçu par don de sperme, je ne le savais pas, mes parents sont décédés, etc. Enfin, essayer de voir quelles informations le Sécos pouvait me fournir au-delà de me dire qui était donneur parce que je savais très bien qu'il ne pouvait pas faire ça. Mhm. J'ai eu une réponse très succincte, je crois en une ligne, 15 jours plus tard, en me disant que de toute façon, il pouvait pas m'apporter plus de précision, et c'est tout. Enfin, c'est pour ça peut-être que tu ressens Une certaine amertume. quelque chose auprès de oui, voilà, une petite amertume, c'est parce que voilà, j'ai le Secos, enfin voilà, les échanges que j'ai eus avec eux se sont un peu résumés à ça, Mhm. et je trouve ça un peu dommage parce que, alors oui, il n'y a pas de, désolé l'expression, de service après-vente du Secos pour les personnes nées de don, même pour les parents. Enfin, je sais que dans l'asso, on voit ça aussi. Des parents se rapprochent du Secos pour essayer d'avoir une aide par rapport à l'enfant, s'ils doivent le dire, comment le dire, à quel moment, etc. Mais est-ce qu'ils ont toujours l'aide qu'il faut, ou les retours? Enfin, voilà, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, mon expérience à moi au niveau du contact ouvert auprès des Secos, c'est pas génial. Ouais. Et du coup, c'est plus auprès de l'association que tu as trouvé du soutien peut-être. Ouais, c'est ça, beaucoup de soutien, beaucoup d'informations, enfin, Quel est le rôle de l'association en fait? Hormis regrouper des gens comme toi issus de dons. bah, le but de l'asso, c'est d'accompagner, soutenir, créer du lien, enfin, entre les personnes conçues par Mhm. don, et aussi les donneurs-donneuses, et les parents d'enfants nés de dons. Voilà, on n'est pas juste regroupés entre nous, entre personnes conçues par Mhm. don. On aime beaucoup aussi que les donneurs-donneuses et les parents soient présents Mhm. dans tout ça. Le but de l'asso, c'est tout ça, c'est accompagner toutes ces personnes dans leur démarche, qu'on puisse tous se rencontrer, parce que on l'a vu pendant la période passée, se parler à distance c'est bien, mais des rencontres en réel c'est aussi Oui, super, complètement. d'échanger par rapport à tout ça, de sensibiliser un peu le grand public par rapport à tous ces sujets autour du don de gamètes, et aussi essayer de faire avancer les choses comme ça a été le cas pour la nouvelle loi bioéthique d'août 2021, voilà, où l'association, mes prédécesseurs notamment, ont pas mal œuvré pour que les choses Ouais, bougent. vous aviez été consulté. Il y a eu pas mal d'échanges avec les politiques, tout à fait. Du coup, j'ose te demander si pour toi, enfin, je me doute de la réponse, mais pour toi, la levée de l'anonymat est une bonne chose du donneur? Enfin, oui, forcément oui, D'accord. de notre point de vue bien sûr. Mhm. Et il y a peut-être encore des choses à. Là, on est sur une première version enfin, c'est une première avancée. Après, peut-être qu'il y aura encore d'autres petites choses qui pourront venir dans une prochaine révision de la loi pour encore améliorer tout ça. Mhm. C'est sûr qu'il y a encore des choses à faire, hein, on va pas se mentir. C'est ça. J'ai une question par rapport à ton donneur, du coup. Ouais. Vous avez eu vos résultats, enfin, t'as réussi à découvrir qui il était il y a combien de temps? Bah là, c'était en juin 2020, Ah oui, donc ça fait un peu t'as plus été d'un quand même an. rapide à trouver, hein, par rapport au moment où Ouais, tu as su. j'ai découvert ma conception en septembre Ouais. 2019. Je l'ai trouvé en mai Ouais. 2020, confirmation en Mhm. juin, et voilà. D'accord. Est-ce que vous vous êtes rencontrés depuis? Bon, après, avec le Covid, je suppose que c'est plus compliqué. Alors oui, même pendant le Covid, enfin, on s'est vu. En fait, on a eu nos résultats mi-juin 2020 et on avait déjà prévu de se voir une semaine Ah oui, après. d'accord, oui, vraiment dans l'action. Mais c'est ça qui est un peu fou. Lui est un peu comme ça aussi. Enfin, on a un peu Bah, les gènes. on a le même Mm. tempérament. Oui, voilà, on a un peu le même tempérament Ah, là-dessus. c'est marrant. Donc on s'est rapidement rencontrés. Bon, après, on a eu d'autres occasions. J'ai eu un déplacement professionnel
pas très très loin de chez lui. Je lui ai dit, on s'est rencontrés, on a été boire un verre. L'été 2020, je suis allé avec ma femme et mes 2 enfants pour qu'ils puissent les rencontrer. Et on a aussi rencontré ses 2 filles et ses petits-enfants. D'accord. Et comment tout ce petit monde a réagi? En fait, c'est ça qui est très... Bon, alors, bien sûr, ces filles ont appris mon existence après que on ait reçu ses résultats, mi-juin. Une fois qu'il a eu les résultats, là, il en a parlé à ses frères, il en a parlé à ses filles, il leur a appris un petit peu tout ça, en faisant quand même en 2 temps par rapport au fait que moi j'existais et au fait de l'histoire de l'adultère. Il a d'abord parlé de moi et un peu plus tard, il a parlé de cette histoire d'adultère. Et voilà, quand on s'est vu, c'était l'été 2020, tout le monde était au courant. J'avais déjà un peu échangé avec ses filles par messagerie. On s'était un petit peu parlé. Et après, le fait de se rencontrer, en fait, on s'est rencontrés un samedi soir et après, la semaine suivante, on était tous en vacances et on s'est vus un petit peu chaque jour les uns ou les autres. On était sur différents lieux. Et ce qui ressort après, c'est ce qu'on a ressenti nous, et c'est peut-être pas ce que tout le monde ressentirait. C'est comme si on s'était un petit peu toujours connus, entre guillemets. D'accord. Ouais, tu t'es senti à l'aise dans cette... Ouais, un sentiment où tout est normal, où on a l'impression de connaître l'autre, ou qu'il y a un feeling où ça semble normal, enfin où tout, voilà. Tout le monde, Jacques, je suis tombé sur Jacques qui est quelqu'un d'ouvert d'esprit, ses filles également, voilà. Enfin, on est tous des adultes responsables, moi aussi. J'ai toujours été clair avec lui ou ses filles. Enfin, je cherche pas un père. J'en ai eu un. J'ai eu mon papa, voilà, qui m'a désiré, qui m'a aimé, qui m'a élevé, etc. Donc je cherche pas un nouveau père. Mais voilà, pourquoi ne pas pouvoir créer une relation avec Jacques ou ses filles dans le respect un peu des besoins et des envies de chacun et voir où ça peut nous mener. Quelque chose de simple, voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et est-ce que tu sais, ou est-ce que tu lui as posé la question de savoir si lui, il pensait s'attendre au moment de son don à potentiellement un jour pouvoir voir arriver quelqu'un qui lui dirait que il est issu de son don? À l'époque, le discours des médecins était clair. Et les médecins disaient vous donnez sous le régime de l'anonymat, vous ne pourrez jamais être retrouvé, ce genre de choses. Oui, bon, ça, c'est vrai qu'à l'époque, c'était clair. Voilà, à l'époque, c'était clair. Et ils n'avaient pas prévu ces nouveaux moyens technologiques, entre guillemets, avec l'ADN, qui se démocratiserait de cette façon-là. Oui, puis je suis même pas sûr qu'à l'époque, les tests ADN étaient encore très fiables. Je me suis pas énormément renseigné là-dessus. Je sais qu'il y avait peut-être des choses au niveau de karyotype qui étaient effectuées sur les donneurs même à l'époque. Mais voilà, est-ce qu'ils avaient pas du tout imaginé que ça pourrait évoluer dans ce sens-là? Et ta question, c'était est-ce qu'il s'imaginait un jour être retrouvé? Alors, pour lui, non. Pour lui, non. Après, quand on s'est parlé la première fois, qu'il a compris que je pourrais être issu de ses dons, ça fait quand même quelque chose. Oui, forcément. C'est un petit passage de sa vie il y a 30-35 ans, voilà, où il a fait ça. Je pense que je vais pas spécialement demander est-ce que il s'imaginait que ses dons avaient pu fonctionner ou un moment ou un autre. Et est-ce que tu sais si il a connaissance maintenant d'autres enfants issus de ses dons? Alors, je le sais, parce que je suis un peu partout sur toutes les bases ADN qui Oui, j'ai existent. l'impression que tu les maîtrises à peu près toutes. Voilà, je suis un peu partout et j'ai pas trouvé d'autres personnes issues de ces dons. Pas de concordance. Donc pour l'instant, je suis seul à ce niveau-là. C'est vrai, maintenant, j'avais cette quête principale de savoir qui était mon donneur. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Réglé. Mais j'ai toujours dans un coin de ma tête cette autre quête, entre guillemets, où je peux pas faire grand-chose à part faire ce que je fais ici, c'est-à-dire témoigner ou essayer de sensibiliser des gens. De me dire que il y a très certainement d'autres personnes comme moi issues de son don qui sont dans la nature. Oui, et puis comme tu le disais, à l'époque, il était conseillé par les médecins en direct de ne pas parler de la conception. Donc si ça se trouve, c'est des personnes qui n'ont pas connaissance de leur conception. Voilà, c'est peut-être des personnes qui n'ont certainement pas connaissance. Peut-être que voilà, je vais réapparaître quelqu'un demain ou dans une semaine ou dans 10 ans si les tests ADN continuent à être disponibles. Mais voilà.
c'est quelque chose qui me travaille un peu, voilà, de savoir que d'autres personnes issues de son don peuvent être exister. voilà, dans la nature, que j'aurais pu croiser ou. Après ça, tu peux pas le savoir. Là, t'as pas la main. Il faut que t'attendes. Il y a que ça à faire. Voilà, là je peux rien faire. Clairement, je peux rien faire, donc il faut accepter de ne pas avoir de possibilité là-dessus. Donc on attend. Ouais. Et du coup, t'en avais parlé. Ils ont quel âge tes enfants? Alors mes enfants, ils ont 9 ans et 12 ans. Ils ont suivi tout Tu leur ça as expliqué, ouais. parce que je leur ai expliqué et ils ont bien vu que ça m'affectait pas mal, toute cette histoire, les recherches, etc. Voilà, je leur avais même acheté un petit livre. Il y a des livres qui expliquent la conception par don. Je suis preneuse des Avec ressources. je pourrais te donner Oui. les références, mais voilà, des petits livres qui expliquent, alors, selon les âges, cette histoire de voilà, papa. Alors là, ça serait plus grand-père. Grand-père, papa de papa n'a pas pu donner la petite graine qui allait bien. Des médecins ont aidé par le biais d'une autre personne à faire en sorte que papa existe, etc. Enfin voilà. Mes enfants ont assez bien compris. Alors plus mon grand de 12 ans que mon plus petit de 9 ans. Oui, parce qu'à l'époque, Je ils pense avaient qu'ils quoi, ont... 10 et 7 du coup. Ouais, c'est ça. Je pense que voilà, mon grand a plus compris. Je pense que ça l'a pas mal aussi fait cogiter parce que un soir, il descend de l'étage et dans l'escalier, il nous regarde, il nous dit et sinon, papa, c'est mon papa biologique. Enfin, Ah oui, du coup, il est un peu mélangé. voilà, il se posait aussi lui-même la question. Voilà, après c'est, mes enfants ont vu Jacques, ils ont vu les filles de Jacques, les petits enfants de Jacques, tout. Enfin voilà, il y a vraiment en conclusion, ce sentiment de voilà, on se connaît. Enfin, c'est très spécial, c'est très compliqué à décrire aussi. Enfin, c'est plus, je pense, des choses qu'on ressent. Mettre des mots là-dessus, c'est assez compliqué. Et voilà, ils ont été impliqués de A à Z et ils savent que maintenant il y a l'association et voilà. Été engagé là-dedans. Tout à fait. Donc en conclusion, enfin entre guillemets, non, je voulais en revenir sur le rôle et l'intérêt de l'association. Bien sûr. Vraiment, j'avais pas notion du fait. Je me doutais bien qu'évidemment il y avait certainement des regroupements quelque part de personnes issues de dons qui avaient besoin d'en discuter, très certainement, parce que pour le coup, bah toi, t'as eu cette surprise-là de découvrir que nous, maman et papa homosexuels en général, on en informe nos enfants très très tôt, donc ils le savent, mais c'est vrai que c'est pas du tout le même schéma en fait, puisque nous, il n'y a pas de possibilité. Enfin, les enfants savent qu'il n'y a pas de possibilité de concevoir des enfants dans nos couples. Donc ils n'ont pas trop de doutes. Mais aujourd'hui, c'est clair que si à un moment donné, nos enfants aussi ressentent le besoin d'eux, parce que tu vois, les miennes sont issues d'un donneur anonyme, je suis sûre qu'elles pourront se tourner vers ton association notamment. Selon si l'association perdure, et j'espère qu'elle perdurera. Oui, on va croiser les doigts. Qu'il y aura d'autres personnes qui prendront le relais. Après, il n'y a pas de schéma global où finalement tout le monde a besoin des mêmes choses, ou ressent les mêmes choses. Il y a des personnes qui l'ont toujours su et qui ne ressentent pas le besoin d'échanger ou d'avoir plus d'informations sur leur donneur. Il y a des personnes qui l'ont toujours su, mais qui à un moment de leur vie, pour une raison X ou Y, parce qu'elles se marient ou parce qu'elles ont un enfant. Voilà, là commence un petit peu à se poser des questions de ce qu'elles ont pu transmettre à leur enfant ou ce genre de choses. Il y a des personnes qui l'apprennent tard, alors c'est vrai. Le fait de l'apprendre tard, de façon plus ou moins brutale, peut d'autant plus pousser la personne à se poser des questions là-dessus. Mais voilà, c'est vrai que de par tout ça, nous c'est vrai, ce qu'on conseille, c'est d'en parler à l'enfant, d'adapter le discours au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant. Et voilà, que ce soit une normalité, que ce soit pas un tabou, un secret, enfin voilà. Après, je pense que, bon là, je me prononce, c'est juste, je ne sais pas, soyons clairs, mais j'ai quand même l'impression que dans les sécos, le discours, il est clair maintenant d'informer l'enfant. Ouais, c'est une bonne chose. Je pense que c'est important, effectivement. Du coup, j'en profite pour te poser une question je me suis interrogée sur le comment pouvait être perçue la campagne actuelle de sensibilisation aux dons et à la levée de l'anonymat par les personnes concernées. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, on a vu
que l'agence de biomédecine a lancé cette grande campagne de communication sur deux aspects, donc sur le recrutement entre guillemets de nouveaux donneurs-donneuses et également la communication sur ce nouveau volet de la loi bioéthique qui est le droit d'accès aux origines. Ce qu'on constate, donc là la campagne ça va faire 3 semaines, un mois qu'elle est lancée. On a vu beaucoup de communication sur la partie de recrutement de nouveaux donneurs-donneuses et on a vu bien moins de diffusion sur la partie droit d'accès aux origines. Oui. Et c'est vrai que je pense que les deux sont vraiment imbriqués l'une dans l'autre. En fait, je vois mal comment sensibiliser les nouveaux donneurs-donneuses si on parle pas en même temps du droit d'accès aux origines. Oui. Parce que c'est... Après, je crois qu'ils ont un peu choisi leur combat. Tu vois, je crois savoir que la campagne de sensibilisation à la levée de l'anonymat, enfin en tout cas au droit d'accès aux origines, elle arrive de façon assez forte. D'accord, ça dans un second Ouais, temps, c'est ça. En fait, D'accord. ils ont prévu de refaire une grosse campagne de communication à partir de début 2022, mais plus ciblée sur le droit d'accès aux origines. D'accord. Ouais. C'est vrai que là, l'urgence pour eux, enfin pour eux, le SECO, c'est pour les parents et tout ça, c'est plus qui est donneurs. du stock, voilà, des donneurs, du stock, voilà, tout à fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce soit imbriqué, enfin, parce que forcément, l'un va avec l'autre. Ça sert à rien de constituer un stock qui ne pourra pas servir. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que les personnes qui donnent actuellement qui donnent jusqu'au 1er septembre 2022, seront encore sous l'ancien régime dit d'anonymat. Oui, mais par contre, elles seront informées. Et elles le sont déjà depuis quelques temps. Par contre, ouais. Donc, d'accord. Oui, c'est vrai que j'ai entendu que les sécos, même depuis un certain temps, depuis qu'ils savent, même depuis 2 ans quasiment, savent que dans la loi bioéthique, il y aura certainement quelque chose là-dessus. Ils insistent fortement, enfin, ils communiquent déjà auprès des donneurs-donneuses pour dire, voilà, il va y avoir ce droit d'accès aux origines certainement, donc quel serait votre avis ? Je crois que ça fait même partie du premier entretien, pour te dire, donc... D'accord. J'avais entendu au sécos de Nancy, je crois. C'était quelque chose qu'ils font depuis un moment et dans la grande majorité, les donneurs-donneuses sont compréhensifs sur la partie droit d'accès aux origines. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est là-dessus où j'ai été moi hyper étonnée quand j'ai enregistré justement avec l'agence de la biomédecine. C'est que j'avais plutôt l'impression que c'était le contraire. Et d'ailleurs, j'ai discuté il y a pas si longtemps que ça avec une donneuse d'ovocytes qui me disait que pour elle, c'était la condition pour donner, c'est qu'il n'y ait aucune possibilité de lever d'anonymat. Donc, j'ai été assez surprise du fait que finalement, a priori, les stats tiraient dans le bon sens. Ouais, c'est une bonne chose et on espère aussi que les sécos joueront le jeu dans tout ça et dans l'information auprès des donneurs-donneuses, voilà, en insistant bien sur tous les points, sur les enfants qui deviendront, parce que finalement le don, ce qu'on voit pas mal dans la campagne de sensibilisation, c'est ces images avec les tests de grossesse positifs et la joie que ça peut apporter. Effectivement, c'est une partie de tout ce processus. Mais après tout ça, un enfant naîtra, voilà, qui évoluera, qui deviendra adulte, et peut-être, quand il sera grand, il aura besoin d'en savoir un peu plus sur ses origines, et donc sur son donneur-donneuse. Et voilà, qu'il ait une possibilité d'avoir des informations, il pourra grandir avec, peut-être, voilà, une information qu'il aura possibilité un jour d'avoir des informations par rapport à tout ça. Oui. Et je pense aussi, voilà, que les donneurs-donneuses doivent vraiment être sensibilisés par rapport à ça. Ne pas limiter la portée de leurs dons, de permettre à une femme seule, un couple de femmes ou un couple hétéro d'avoir un enfant. Mais voilà, se projeter aussi dans la suite. Dans l'après tout ça, voilà. Est-ce que tu sais, toi, si, parce que tu dois avoir un peu le visu par le biais de l'association, si vous, enfants issus de dons, vous êtes plus sensible au fait de donner aussi à votre tour ou pas du tout, enfin, ou ça n'a pas de rapport? Je suis pas certain qu'il y ait un rapport. Alors oui, on a déjà vu dans l'assaut des personnes nées de dons qui souhaitaient elles-mêmes donner leurs spermatozoïdes ou leurs ovocytes. Après, selon le sécos sur lequel ils font leur démarche, soit le sécos fait confiance au sécos d'origine par rapport, voilà, aux antécédents du donneur, etc., et accepte la démarche, parce que il n'y a pas possibilité de faire un arbre généalogique du côté du donneur et de savoir si des personnes ont eu des maladies qui pourraient être génétiques, etc. Donc il y a une notion de faire confiance au sécos initial. Et je le vois avec mon expérience où mon donneur ne connaissait pas 50% de ses antécédents. Bah oui, voilà.
pour moi, c'est un peu compliqué. Ouais. Oui, mais bon, en même temps, je veux dire, un enfant issu d'adultère qui n'est pas au courant qu'il est issu d'un adultère, c'est pareil, finalement. C'est ça. Donc bon. Oui, c'est la même chose. Donc voilà, c'est le pas de chance. Ouais. Et après, il y a des sécos qui ne font pas spécialement, voilà, qui bloquent dès que la personne conçue pardon arrive et dit qu'elle est conçue pardon. Il verrouille. Ils disent, écoutez, on va pas vous accepter, voilà. D'accord, oui, donc c'est un frein quelque part au don. Ça peut, voilà, c'est selon le sécos en face. Et après, c'est vrai qu'on se pose la question un peu dans tout ça, le fait que des personnes conçues pardon puissent aussi avoir envie de donner elles-mêmes. Je suis pas très fort en psychologie ou quoi. Est-ce que c'est pas une sorte de vouloir reproduire un peu son histoire en faisant soi-même un don? Enfin voilà, je sais est-ce qu'il n'y a pas des En fait, je voyais plutôt ça, tu vois, quand je te niveau-là posais la question, je me disais, mais forcément, vous êtes plus sensibilisé au don. Donc déjà, vous en avez connaissance. Ouais. Voilà. Ah ouais, on est sensibilisé. Je pense que quelqu'un conçu pardon, je vais pas dire a une réflexion plus poussée qu'une personne qui n'est pas conçue pardon. Et voilà, il sait en tout cas. Il sait ce que c'est. Il a un peu les deux expériences. Il a l'expérience, voilà, d'être enfant, du grand, et potentiellement de demain. Voilà. Ok. Bah écoute, je te remercie beaucoup. J'ai trouvé personnellement notre entretien hyper enrichissant. Moi, j'ai appris énormément de choses. Et vraiment, je trouve ça passionnant, ces recherches, les recherches que tu as menées pour pouvoir trouver ton donneur. Et du coup, c'est même très rassurant parce que, en fait, on se rend compte que finalement, un donneur, même anonyme, strictement anonyme, on finit par arriver à le trouver. Je sais pas si au sein de l'association, il y a des personnes qui n'ont jamais réussi à trouver leur donneur, mais toi, tu as mené des recherches de fou. Ouais, après, il y a un petit facteur chance aussi. Il faut que les bonnes personnes aient aussi fait des tests. Oui, bien sûr. Pas forcément le donneur ou ses enfants, ça c'est un peu ce qu'on croit, mais que des cousins plus ou moins éloignés du donneur fassent le test peuvent suffire à le trouver. Oui. Bah ça nous le prouve. Là, c'est ça, ouais. Là, dans l'assaut, il y a, alors, le compteur est pas actualisé, mais il y a 77 donneurs qui ont été retrouvés. Je crois que ça a commencé en 2018, à peu près. Mais ça n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Après, oui, il y a des personnes qui font des recherches et qui, avec les résultats qu'ils ont actuellement, les résultats ne leur permettent pas de savoir qui est le donneur. D'accord. Et voilà, le temps passe, de nouvelles personnes font des tests, ils pourront avoir des choses qui le feront avancer. Et on aura aussi, nous, pour les anciennes personnes conçues pardon, la possibilité, à partir de septembre 2022, de solliciter la future commission qui se chargeront de recontacter nos sécos, essayer de retrouver les dossiers, s'ils existent encore, pour essayer de questionner notre donneur. Donc en fait, la levée de l'anonymat pourrait s'appliquer au don même de 1984, quoi. Elle s'applique à ça, à la différence que le donneur à l'époque n'a pas donné son consentement. Oui. Voilà. Donc il faut demander son accord. Pour les personnes, ouais, c'est ça. Pour les personnes nées avant la fameuse date de décret qui arrivera après 2022, les personnes nées avant cette date-là pourront solliciter la commission qui se chargera de contacter le sécos si elles n'ont pas les dossiers ou si elles ont les dossiers, voilà, de consulter tout ça, de retrouver le donneur, de le contacter et de lui poser la question s'il est d'accord pour donner soit des infos non identifiantes, soit son identité. C'est génial. Voilà. Et seulement si une personne conçue de son don sollicite la commission. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est génial d'avoir cette possibilité-là. Non, mais sur des dons qui datent d'il y a... Enfin, tu vois, depuis que les dons sont possibles, quoi. C'est génial. Ouais, ça a commencé dans les années 70. Après, on a quelques craintes sur le fait que les dossiers soient toujours là. Oui, c'est normal. Enfin, oui. Même quand on pose la question à l'agence de biomédecine, ils évoquent des incendies ou. Ça commence pas très bien. Voilà. Donc on a quelques craintes, mais Mais la possibilité est ouverte. La possibilité est ouverte et les personnes de l'asso seront au rendez-vous à l'ouverture de la commission pour tester tout ça grandeur nature. Je serais curieuse d'avoir vos retours à ce moment-là. En tout cas, je te remercie beaucoup, Alexandre. Je pense que tu as apporté beaucoup de réponses à nos questions et surtout à des questions qui peuvent intéresser des personnes issues de dons qui pourraient écouter le podcast et qui seraient elles-mêmes en recherche de leur géniteur. Je redonnerai le nom de l'association sur la présentation du podcast, fin de l'épisode. Et surtout, je vais être preneuse et je pousserai les ressources dont tu nous as parlé là dans l'épisode, les livres pour expliquer le donneur en fonction des stades d'âge des enfants. Avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt et je te remercie encore une fois beaucoup. À bientôt, Constance. Merci beaucoup.
Le 1er septembre 2022, la mise en application de la nouvelle loi bioéthique vint imposer aux donneurs de lever leur anonymat. Les stocks déjà recueillis devront être soumis à une consultation des donneurs pour être soit utilisés sous cette condition de levée de l'anonymat, ou très probablement détruits. Alexandre le précise, pour toutes les personnes issues de dons avant cette date-là, à compter du 1er septembre 2022, elles pourront avoir recours à une commission afin d'obtenir les informations disponibles dans leur séquence d'origine. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez surtout pas à le partager. En plus, ça m'aidera à me faire découvrir, à faire découvrir le podcast. Et si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et ou me laisser un petit commentaire. Je crois que je vais encore vous le redire, mais ça me fait toujours plaisir de les lire, vraiment chaud au cœur. Je vous retrouve sur le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontsbienpodcast, pour poursuivre la discussion autour du sujet du donneur notamment. Je vais pouvoir poser les questions à l'agence de la biomédecine ou pour pouvoir commencer de nouvelles discussions. Et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Ask me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.